Un couple de retraités noirs, abandonnés de tous, fait l'acquisition d'une ancienne demeure provençale pour 250 €. Ils avaient tout perdu, leur famille, leurs économies, jusqu'à leur propre dignité. Leurs enfants adoptifs, autrefois leur fierté, s'étaient évaporés en même temps que leur argent, les condamnant à recommencer leur vie dans une bâtisse que la rumeur locale disait maudite. Mais en démolissant ces murs décrépits, ils mirent au jour un secret enfoui depuis des décennies, un secret si puissant qu'il allait faire s'écrouler le passé sur le présent. Avant de poursuivre, nous vous serions reconnaissants de vous abonner. Votre soutien nous est précieux et nous permet de continuer à partager avec vous des récits poignants. Passons maintenant à notre histoire. Le Mistral balayait les feuilles sèches sur le chemin de terre craquelé quand Monique Dubois mit pied à terre, descendant du car régional. Elle serrait contre elle un vieux sac en cuir usé. Son époux, Jean-Pierre, la rejoignit, passant un bras protecteur sous le sien. Sa veste de travail, il l'avait boutonnée à la hâte, de travers. Leurs traits étaient creusés par les épreuves, mais leur regard conservait une flamme de détermination tranquille. Ils avaient liquidé le peu qu'il leur restait pour s'offrir ce que les gens du coin nommaient avec un frisson superstitieux, la ruine du pendu. 250 €. Le chiffre sonnait comme une insulte, une somme absurde pour un toit, mais pour eux, c'était le prix de la dernière chance, l'unique chose en laquelle ils pouvaient encore placer leur foi. La rue du village baignait dans une quiétude pesante, seulement troublée par l'écho étouffé d'une chanson provenant d'une maison aux volets clos. Les anciens du village, installés sur des chaises devant leur porte, les suivirent du regard, leur murmure s'élevant comme un essaim d'abeilles. C'est le couple Dubois, non? Ceux que leurs enfants ont laissé tomber, entendit-elle distinctement. Monique encaissa sans broncher, le dos droit, le menton levé, mais Jean-Pierre sentit sa main se crisper dans la sienne. Il la serra plus fort, un pacte muet de soutien face à l'adversité. L'ancienne demeure se dressait au bout de la ruelle, une carcasse de pierre rongée par le lierre et les herbes folles. La toiture s'était affaissée en son centre, créant une courbe triste, et les tuiles canal, décolorées par le soleil et la pluie, étaient éparpillées. Le crépi ocre des murs tombait en plaques, laissant la pierre à nu, comme une peau écorchée. Un volet bleu pastel, arraché de ses gonds, pendait et se balançait au gré du vent, tel un adieu ironique. Pourtant, un sourire presque imperceptible se dessina sur les lèvres de Monique. Au moins, il y a un toit, dit-elle, la voix légèrement voilée par l'émotion. C'est un luxe que nous n'avions plus hier. L'intérieur les saisit par son odeur. Un parfum complexe de terre humide, de bois pourri et de temps arrêté. Dans les faisceaux de lumière qui perçaient les vitres sales, des myriades de grains de poussière valsaient lentement, témoins silencieux d'un long abandon. Jean-Pierre fut pris d'une quinte de tout. D'un coup de pied rageur, il envoya une vieille bouteille de vin roulée sur le carrelage en terre cuite. On va remettre tout ça d'aplomb, lança-t-il, sa voix manquant d'assurance, trahissant l'immensité de la tâche qui les attendait. Ils commencèrent à déballer le maigre bagage de leur existence. Une couverture en patchwork, 2 gobelets en fer blanc, et une seule photographie dans un cadre en bois. On y voyait une famille heureuse, les visages rayonnants de leurs enfants adoptifs, des visages qu'ils n'avaient plus vus depuis une décennie. Ces enfants, qu'ils considéraient jadis comme des dons du ciel, n'étaient plus que des spectres dans leur mémoire, des silhouettes qui s'étaient effacées à mesure que leurs finances s'amenuisaient. Monique entreprit de laver une portion de mur, frottant avec l'énergie du désespoir jusqu'à ce que ses doigts s'engourdissent. Jean-Pierre, ayant mis la main sur un balai de paille, dégageait le sol par gestes lents et méthodiques, se répétant à voix basse comme une prière, « C'est chez nous. » Qu'importe ce qu'ils en pensent. À la tombée de la nuit, la pièce principale avait perdu un peu de son aspect sinistre pour prendre des allures de campement. Assis à même le sol, ils partagèrent une soupe de légumes chaude, leur silence partagé tissant un cocon de réconfort. Dehors, des éclats de rire juvéniles fusèrent, indifférents et cruels, se moquant des « vieux fous » qui avaient osé acheter la maison maudite. Monique appuya sa tête contre l'épaule de son mari. « Laisse-les rire » souffla-t-elle. « On est ensemble, c'est tout ce qui compte. » Il lui adressa un sourire fatigué. « Alors, tout va bien. » La lumière du couchant, rougeoyante, inonda la pièce à travers une fenêtre sans carreaux, transfigurant pour un instant les murs délabrés en un décor d'or et de pourpre. L'illusion fut brève, mais ils la savourèrent jusqu'à la dernière seconde. Le jour se leva sur des membres endoloris et l'omniprésence de la poussière. Jean-Pierre fit jaillir une flamme de son briquet après 2 tentatives infructueuses. Bientôt, la buée de leur thé matinal recouvrit les vitres.
Ils décidèrent de s'attaquer au couloir. Avec la manche de son gilet, Monique se mit à frotter le grand miroir piqué. Sous la crasse, elle découvrit de fines gravures. En y regardant de plus près, elle distingua non pas des éraflures, mais des symboles, de petits triangles, des flèches, des lignes entrelacées, incisées à même le plâtre du mur derrière le miroir. « Jean-Pierre, viens voir. » Sa voix vibrait d'une curiosité soudaine. Il la rejoignit, son balai toujours à la main. Elle lui montra les gravures. Intrigué, il toqua le mur avec ses phalanges. Un son creux, anormal, lui répondit. Sans un mot, ils commencèrent à vider l'espace, repoussant une vieille commode et un rouleau de linoléum imprégné d'une odeur d'humidité. Avec le tournevis de ses années d'ouvrier, Jean-Pierre fit levier sur la plainte. Le bois protesta, les clous cédèrent, et un PAN de mur se détacha, dévoilant une paroi de briques anciennes. Les doigts de Monique explorèrent les joints. « Il y a quelque chose derrière », murmura-t-elle, son souffle court. Jean-Pierre engagea la pointe de son outil dans une fissure. L'une des briques pivota. Le contour d'un carré devint visible. Ils travaillèrent avec une précision synchronisée. Faire levier. Attendre. Souffler. Finalement, le bloc de maçonnerie céda. Dans la cavité ainsi révélée, un coffre en métal corrodé les attendait. Un authentique coffre-fort. Son cadran était figé, l'aiguille pointant le 0. La fente de la clé était tordue. Jean-Pierre tenta de forcer la poignée, en vain. Son regard croisa celui de Monique. Un hochement de tête suffit. Il alla chercher son marteau. Le premier choc métallique se propagea dans le silence de la bastide, faisant pleuvoir des débris de plâtre. Le deuxième coup fendit la charnière. Au troisième, la lourde porte s'ouvrit en grinçant. L'intérieur recelait des liasses de documents protégés par de la toile cirée, des enveloppes cachetées et un carnet de cuir serré par une ficelle. Monique souleva une liasse avec précaution. C'était étonnamment lourd. Assise sur le sol, elle l'ouvrit. Des photographies d'œuvres d'art, des fiches techniques, des noms de peintres célèbres. Chaque fiche correspondait à un inventaire de musée portant la mention « disparu ». Jean-Pierre, de son côté, avait ouvert le carnet. La première phrase, tracée d'une écriture élégante, disait « À celui qui trouvera ceci, puisse-t-il restituer ce qui ne nous appartient pas ». Une fraîcheur anormale sembla envahir la pièce. « Tu crois que c'est possible ?» demanda Monique, la voix étranglée. Jean-Pierre examinait le contenu des enveloppes, des reçus, des ordres de transport, des documents datant d'un demi-siècle. Dans la marge de l'un d'eux, une note manuscrite, protégée de la cupidité de ceux qui le dissimuleraient pour le profit. Dehors, une dispute éclata entre deux jeunes à propos d'un match de foot. Un gamin à bicyclette jeta un regard curieux vers la maison avant de poursuivre sa route. Jean-Pierre referma le carnet. On ne peut pas garder ça. Les mains de Monique étaient parcourues de tremblements. Elle replia le document et le serra contre son cœur. Jean-Pierre composa un numéro sur son vieux téléphone portable. La standardiste de la gendarmerie lui demanda leur adresse. Il la lui épela distinctement. « Nous avons découvert des documents importants », précisa-t-il. Les sirènes ne se déclenchèrent pas immédiatement. Ce fut d'abord un vrombissement lointain, qui enfla progressivement. Monique rangea les papiers dans le coffre. Ils attendirent sur le seuil. Deux gendarmes arrivèrent, bientôt rejoints par un troisième portant une mallette technique. En apercevant le coffre, le commissaire qui les dirigeait perdit son air affable. Il demanda l'autorisation d'entrer. Jean-Pierre s'effaça. Le claquement des gants en latex, le cliquetis des appareils photo. Le carnet passa de main en main. L'espace semblait s'être rétréci. Ces documents sont liés à une affaire d'État, annonça le commissaire. Des œuvres d'art national volées il y a des décennies. Votre découverte est capitale. Monique agrippa la main de Jean-Pierre. Par la fenêtre ouverte, une odeur d'ozone annonçait l'orage, bien que le ciel fût encore clair. Dans la cuisine, la fuite du robinet égrenait les secondes. La vieille demeure semblait retenir son souffle. Du jour au lendemain, leur portail fut assiégé par les journalistes. Les flashs crépitaient, un brouhaha de questions fusait. « Comment vous sentez-vous dans la peau de héros ?» leur lança Théon. Monique entendait à peine.
Ses doigts étaient encore gourds d'avoir paraphé tant de documents officiels. La fourgonnette gouvernementale avait emporté les preuves quelques heures auparavant. La valeur des œuvres d'art volées, dont les documents attestaient l'existence, se chiffrait en millions. Les Dubois n'étaient plus un couple de retraités anonymes et malchanceux. Ils étaient devenus ceux qui avaient permis de retrouver une partie du patrimoine national. Le soir même, leur histoire faisait la une de tous les journaux. Sur Internet, on les célébrait comme des parangons de vertu. Le maire se déplaça en personne le lendemain, escorté de sa nuée de journalistes. Il serra la main de Jean-Pierre et leur tendit un chèque de récompense dans une enveloppe ornée du sceau de la mairie. Un témoignage de la gratitude de la nation, déclara-t-il. Jean-Pierre ne prit pas la peine de regarder le montant. Monique se contenta de murmurer « Nous n'avons rien fait pour l'argent ». Mais l'argent était là, une somme considérable, suffisante pour restaurer entièrement la Bastide, et bien plus encore. Pour la première fois depuis longtemps, la tranquillité d'esprit leur sembla à portée de main. Le bruit des marteaux sur le toit en réparation, porté par le vent, était une musique apaisante. Monique faisait mijoter un bœuf bourguignon dans une cocotte en fonte toute neuve, fredonnant une chanson de son enfance. Jean-Pierre, assis sur le perron, sculptait un bout de bois, un passe-temps qu'il avait depuis toujours. Mais la quiétude est un bien éphémère. 3 jours plus tard, une berline allemande se gara devant chez eux. 3 personnes en descendirent. Des visages qu'ils ne connaissaient que trop bien. Leur fille aînée, Chloé. Et derrière elle, les jumeaux, Léo et Manon, autrefois si charmants, aujourd'hui marqués par la vie. Leurs vêtements de marque juraient avec la fatigue de leurs traits. Chloé prit la parole la première, sa voix mielleuse et bien trop assurée. « Maman, papa, on a appris la nouvelle. On est venu s'assurer que vous n'aviez besoin de rien. » Monique sentit le torchon qu'elle tenait se tordre dans ses mains. Jean-Pierre ne bougea pas. « Nous n'avons besoin de rien, répondit-il d'un ton glacial. Léo esquissa un rire nerveux. « Puisque nous sommes une famille, il faudrait qu'on discute. Vous n'êtes plus tout jeune. Il vous faut quelqu'un pour vous aider à gérer cette récompense, non ?» Monique le foudroya du regard, incapable de prononcer un mot. Manon croisa les bras avec un air de supériorité. « Vous ne voudriez pas passer pour des ingrats qui empochent l'argent de l'État en oubliant leurs propres enfants, quand même ?» Un voisin qui arrosait ses géraniums suspendit son geste. L'atmosphère était devenue électrique. Jean-Pierre se leva, avec une lenteur pleine de menaces. Monique reconnut ce regard, celui qu'il avait autrefois pour la défendre des importuns, au temps de leur jeunesse. Vous êtes parti quand il n'y avait plus rien à gratter, sa voix était basse, mais chaque mot portait. Ne revenez pas juste parce que les projecteurs sont allumés. Chloé laissa tomber son masque. Nous sommes vos enfants. Non, chuchota Monique. Vous l'étiez. Jusqu'au jour où on a eu besoin de vous. Ces mots tombèrent dans un silence de mort. Chloé tenta une dernière approche. Vous ne pouvez pas nous effacer. Légalement, nous sommes vos héritiers. Jean-Pierre lui tourna le dos. Le légal, on s'en fiche depuis longtemps. Ce qui compte, c'est ce qui est juste. Le silence se prolongea. Les jumeaux échangèrent des regards furieux, laissèrent échapper quelques insultes à voix basse et regagnèrent leur voiture. Quand le véhicule démarra en trombe, les yeux de Monique s'embuèrent, mais aucune larme ne coula. Elle s'assit près de Jean-Pierre sur le perron. Ils contemplèrent le crépuscule qui embrasait le toit fraîchement réparé. Finalement, la malédiction, ce n'était pas la maison, dit-il. Monique approuva d'un signe de tête. Non, c'étaient ceux qui l'avaient abandonné. La charpente de la maison gémit doucement, comme en accord avec leurs paroles. À l'intérieur, le ronronnement du nouveau réfrigérateur se mêlait aux voix lointaines des journalistes qui continuaient de parler d'eux. Mais pour la première fois, les Dubois n'avaient que faire de l'attention du monde. Ils savaient déjà quel héritage ils allaient laisser. Le lendemain, le calme était revenu. Plus de journalistes, plus de téléphones qui sonnent. La rue avait retrouvé sa torpeur habituelle. Assise à la table de la cuisine, Monique faisait tourner l'enveloppe contenant le chèque entre ses mains. « C'est lourd, pour du simple papier », fit-elle remarquer. Jean-Pierre, près de la fenêtre, observait des gamins du village jouer au foot avec un ballon crevé. Leurs cris joyeux traversaient le portail. « C'est ça qu'on aurait dû avoir », dit-il avec une pointe de regret.
Monique le regarda. Il n'est pas trop tard pour l'offrir. Dans l'après-midi, ils se rendirent à pied au foyer communautaire de la ville. Le bâtiment était aussi délabré que leur bastide à leur arrivée. La responsable de l'accueil les reconnut. « On n'a pas l'habitude de recevoir des gens comme vous, dit-elle, étonnée. Monique eut un sourire triste. Nous ne sommes pas des visiteurs. À l'intérieur, des enfants étaient assis sur des matelas posés à même le sol. Ils dessinaient sur des bouts de carton. Une odeur de pain sec flottait dans l'air. Jean-Pierre s'approcha d'un petit garçon qui tentait de réparer une voiture miniature avec des capsules de soda. « C'est toi qui as fait ça ?» Le garçonnet acquiesça timidement. « Elle roule presque. » Le visage de Jean-Pierre s'illumina. « Tu as de l'or dans les doigts. » En repartant, leur décision était prise. Le soir même, Monique rédigea une lettre au maire. Quelques lignes seulement, pour demander que l'intégralité de leur récompense, ainsi que la bastide, soit consacrée à la création d'un foyer d'accueil permanent pour les enfants en difficulté. Donnez-leur une chance d'apprendre un métier, concluait-elle. Laissez-les bâtir l'avenir que nous n'avons pas eu. 2 semaines plus tard, le chantier commençait. Jour et nuit, artisans et bénévoles s'affairèrent. La vieille demeure se métamorphosa. Ses murs décrépits laissèrent place à des salles de classe ouvertes et lumineuses. L'ancienne salle de bal devint un atelier avec des machines à coudre et des établis. La terrasse envahie par les mauvaises herbes fut transformée en une aire de jeux colorée. Les Dubois baptisèrent le lieu « le refuge ». Les rumeurs reprirent, mais cette fois, elles étaient admiratives. La presse locale titra « La maison maudite est devenue une maison du bonheur ». Jean-Pierre, du haut de son perron, dirigeait les opérations. Monique assurait l'intendance, préparant des repas pour tous les jeunes qui venaient prêter main forte. La nouvelle fit le tour de la région. Des adolescents en rupture familiale, des orphelins, des jeunes sans-abri affluèrent. Certains s'installèrent durablement, d'autres restèrent le temps d'apprendre un savoir-faire avant de prendre leur envol. Le soir, Monique aimait s'asseoir près de l'entrée pour écouter les rires qui fusaient des couloirs autrefois silencieux. « Tu entends, Jean-Pierre » disait-elle. « C'est ça, le bruit de la sérénité. » Un ancien journaliste vint les intervieweurs. « Pourquoi avoir tout donné ? Vous auriez pu couler des jours heureux. » Monique ne quitta pas sa marmite des yeux. « On a déjà essayé, les jours heureux. Ça nous a coûté ce qu'on avait de plus cher. Maintenant, on vit des jours justes. » L'homme rangea son appareil photo. Cette phrase, je la mettrai en titre. L'inauguration du refuge se fit en présence du préfet de région. Il remit à Jean-Pierre une plaque commémorative. La foule applaudit, mais les Dubois ne regardaient pas les objectifs. Leurs yeux étaient tournés vers les enfants. Leur rire couvrait le bruit des applaudissements, et pour la première fois depuis une éternité, Monique se sentit entière. Ni riche, ni célèbre. Juste entière. Alors que le soleil déclinait, Jean-Pierre lui glissa à l'oreille « Je crois que cette maison a enfin trouvé sa vocation. » Monique acquiesça. Et nous aussi. La vieille bâtisse, autrefois objet de crainte, rayonnait d'une nouvelle vie. Ses fenêtres brillaient, ses murs semblaient respirer. La malédiction avait été vaincue, non par l'argent, mais par la générosité. Les années s'écoulèrent. La bastide se dressait, fière, ses portes toujours ouvertes. Sur le fronton, on pouvait lire « Le refuge », une inscription peinte par un des premiers pensionnaires, un jeune qui avait longtemps dormi sous les ponts. L'animation ne cessa jamais entre ces murs. Les cheveux de Jean-Pierre blanchirent. Ses mains, qui tremblaient un peu, continuaient de guider celles des apprentis menuisiers. Monique, plus lente, gardait sa voix douce pour enseigner la couture aux plus jeunes. Les enfants les appelaient Papy Jean-Pierre et Mamie Monique. Tous les soirs, ils s'installaient sur le perron, côte à côte, à regarder la vie s'épanouir dans la cour. Les embaumaient la sciure de bois et la lavande. Les voisins, autrefois médisants, les saluaient désormais chaleureusement, déposant parfois des dons ou envoyant leurs propres enfants apprendre un métier auprès de ceux qu'on surnommait les sages du village. Un matin d'hiver, Monique ne s'éveilla pas. On la trouva dans son fauteuil, un léger sourire aux lèvres. Le journal posé sur ses genoux titrait « Un héritage de générosité qui continue de changer des vies ». Jean-Pierre resta des heures sans dire un mot, assis près d'elle, lui tenant la main comme au temps de leur dénuement.
Il la rejoignit quelques semaines plus tard, dans son sommeil. Les enfants les inhumèrent au fond du jardin, sous un olivier qu'ils avaient planté ensemble. Sur leur pierre tombale, une simple épitaphe, de leur douleur, ils ont fait une vocation, et bâti une maison pour l'espérance. Le lendemain de l'enterrement, Lucas, l'un des plus anciens, devenu instituteur au refuge, réunit tout le monde dans la cour. Il décrocha la plaque commémorative et la fixa au-dessus de la porte d'entrée. Ils n'ont pas seulement trouvé un trésor, dit-il d'une voix forte. Ils sont devenus ce trésor. Un rayon de soleil perça les nuages, faisant scintiller le toit rénové et inondant les champs d'une lumière dorée. La maison se tenait là, silencieuse et vivante. Les Dubois n'étaient plus, mais le monde qu'ils avaient créé continuait de respirer. Leur histoire dépassa les frontières du village, racontée dans les livres d'école, citée en exemple dans les centres d'accueil où d'autres, comme eux, rêvaient d'un monde meilleur. La malédiction que tous avaient redoutée s'était muée en un héritage inoubliable. Si ce récit vous a touché, souvenez-vous que la bonté n'est pas une faiblesse, mais une force qui se transmet. Les Dubois ont prouvé que même face à la trahison, la compassion est plus puissante que la rancune. Partagez cette histoire, pour que le plus grand nombre puisse voir ce qu'est la véritable force, bien après que les applaudissements se sont tus.